Bonjour et bienvenue à cette quatrième journée, donc la deuxième rencontre de Bruit de langue aujourd'hui, qu'on est heureux d'accueillir Marina Skalova, que certains ont peut-être entendu lire hier soir un long poème de Galina Rimbo, Galina Rimbo en russe. Ce que vous venez d'entendre, moi, c'était juste un jingle pour vous faire venir, mais ça n'a pas vraiment marché. Mais c'est en même temps une sorte de bande de son d'une pièce de théâtre de Marina Skalova qui s'appelle La chute des comètes et des cosmonautes, où à certains chapitres, il y a des leitmotifs, il y a des chansons qui sont indiquées en haut, avec des vers qui sont à chanter par les acteurs et les actrices. Pas l'acteur et l'actrice, parce que c'est une pièce à deux personnes. Voilà. Bon, de toute manière, c'est fini. Et c'est Marie-Elisabeth qui va reprendre la parole et pour introduire un peu la rencontre. Merci. Bon, merci à toi, Martin. Bon, je vais légèrement me répéter si vous étiez là hier soir au bavardage. Donc du coup, comme dit par Martin, Galina Rimbo et Marina Skalova ont lu en alternance le poème Traces, apparaître d'ailleurs en 2023 aux éditions Van Loo. Donc Marina, tu es autrice, poétesse, traductrice et militante. Tu parles 3 langues, le français, le russe et l'allemand, et tu adoptes le français comme langue d'écriture. Mais tu contribues à tes traductions en allemand. Donc ça, c'est intéressant. Tu écris également différents genres littéraires, passant par la poésie, par les récits, par le théâtre. Du coup, dans La chute des comètes et des cosmonautes. Et avec toute cette diversité en fait, de l'œuvre, on peut se demander, simplement, enfin, question bateau, mais pourquoi tu écris ? Qu'est-ce qui te pousse à écrire ? Par exemple, Beckett, lui, a répondu à cette question en disant qu'il n'était bon à rien faire d'autre. Bonjour. Est-ce que Ah oui, c'est bon. Donc, bonjour, merci pour l'introduction, Marie-Elisabeth. Merci, Martin, pour l'invitation. Je suis heureuse de revenir ici, à Poitiers. Oui, donc, c'était une bonne réponse, la réponse de Beckett. Et je vais répondre en lisant la fin de mon texte Exploration du flux. C'est les pages de fin, c'est les plus solides en fait, c'est ce qui reste à la fin du flux. J'avais commencé à écrire ce texte à cause de la colère et de l'impuissance. La colère s'est atténuée, émoussée. En allemand, on dit abgestumpft, usée comme une mine de crayon. La colère s'est usée, l'impuissance est restée. Tissus brodés, bouteilles, aiguilles à coudre, marmites, cassettes, boussoles, théières, fourchettes, corans, crayons, serviettes, gobelets, ciseaux, boîtes de conserve, céramique, terre du pays. C'est pareil à la fin qu'au début. iPod, gamelle, couverture, bandelette, mégaphone, ouvre-boîte, biberon, lacet, porte-clés, bijoux, matelas, cabas, babouche, peluche, cadenas, bloc-notes, sac plastique. Des hommes, des femmes, des enfants ont continué à accoster notre continent, à déposer des demandes d'asile, à s'entasser dans des camps, à être hébergés dans des foyers, à être reconduits vers le premier pays européen où ils avaient laissé leurs empreintes, etc. Des hommes, des femmes, des enfants ont continué à se noyer. Il n'y a pas plus à dire que cela. Cette phrase seulement, elle dit tout et annule le reste. Chevelure chlorophylle, écheveaux végétaux, un lacis, un cordage. Les discours, les livres, les films, les images n'ont rien pu y faire. Peut-être qu'ils ont éveillé les consciences de quelques-uns, les ont attendris, comme de la viande. Visqueuses nouées, embranchements microcellulaires, organismes sans racines, les amas s'évasant. Ce que la langue peut encore, à part polluer davantage, les mots sur le papier coûtent cher, comment ne pas ajouter au bruit ? Entre les anémones,
Ce que peut la littérature face à ce présent, pas grand-chose sûrement. Et cette chose, les vagues la recouvrent. Ce qu'il reste une fois les dates passées, le présent couvert de mousse, feuillage, lichen, chloridé, les journaux froissés, roulés en boule, brûlés dans les décharges, leur fumée empoisonne elles aussi les poissons, le corail, les océans. Peut-être juste un échec, peut-être juste une tentative, peut-être juste la trace d'avoir essayé de dire avant les vagues, avant le retour, alors que l'on sait, alors que je sais. Les vagues coupent la parole, privent du pouvoir de parler, coupent le lien entre la parole et la pensée. Quand les vagues affluent, je ne sais plus ce que je pense. Les vagues, c'est ça qu'elles sont, c'est ça qu'elles font, les vagues. Je disparais. J'espère que vous avez entendu le blanc entre les paragraphes, parce qu'il y en a beaucoup. Tu peux peut-être montrer. Merci beaucoup. Ouais. Du coup, en parallèle, avec une autre lecture, dans Lettres aux jeunes poétesses, par exemple, tu parles beaucoup des femmes et du corps féminin. Donc, je voulais te poser une question, on va dire, assez drôle. Donc, c'est oui, si tu étais un homme, est-ce que tu aurais ce même rapport à l'écriture que maintenant? Mais surtout, j'aimerais te lire en fait un extrait dans Lettres aux jeunes poétesses, où tu as écrit que le corps féminin est le premier objet de représentation, en littérature, en art, en publicité. Nous ne l'avons pas choisi, notre corps est public, nous n'y pouvons rien, autant le mettre à disposition des lecteurs. Donc, quelle est la place en fait que tu donnes à la femme dans tes écrits? Et aussi, pourquoi cette résignation de mise à disposition pour les lecteurs ou simplement pour les hommes? Alors, je dirais pas qu'il y a une résignation de mise à disposition. Je pense que ce que je voulais dire en écrivant ça, c'est que effectivement, le corps des femmes a été représenté énormément depuis un point de vue masculin, et donc autant nous approprier la façon dont il est représenté, sachant que ce que tu demandais, ce que ça fait d'écrire en tant que femme, et écrire en tant que femme, ça fait rien du tout. Enfin, je veux dire, moi quand j'écris, je pense, j'écris avec effectivement le fait d'avoir été déterminée par un tas de choses dans ma vie antérieure, mais concrètement, je me dis pas je suis une femme quand j'écris. Par contre, là où ça change énormément, c'est au moment de la réception et la façon dont est reçue une femme qui écrit. Et la place qu'on nous laisse dans un champ littéraire majoritairement masculin, la façon dont les femmes écrivains sont effacées dans l'histoire littéraire, la façon dont on est traité en tant que femme dans ce champ professionnel. La différence, elle se joue pas au niveau de l'écriture, en fait, elle se joue au niveau de la présence des femmes dans un champ institutionnel qu'on appelle littérature. Et donc c'est un petit peu contre ça que c'est fédéré, le collectif des Lettres aux jeunes poétesses, où un certain nombre d'autrices ont raconté ce que c'était, à quoi ça ressemble quand on débarque en tant que femme dans ce champ, comment on n'est pas vraiment prise au sérieux ou à moitié un objet sexuel ou à moitié moi, le nombre d'écrivains masculins qui m'ont demandé d'un air condescendant le montant de mes avaloirs, tout ça en fait, et ça c'est ce qui arrive au texte après en fait, et ensuite moi, j'ai eu un enfant il y a 4 ans, donc c'est aussi quelque chose qui a pas mal bouleversé mes conditions d'écriture et qui est très présent dans les textes que j'ai écrits ces dernières années qui sont pas encore parus, mais où effectivement la question de représenter cette expérience, de représenter l'expérience du corps, de ce que c'est d'avoir un corps
qui se désarticule, et que voilà, que ça modifie profondément l'écriture. Et je voulais dire autre chose, mais c'est parti. Peut-être pour la désarticulation, parce qu'une des figures paternelles, amicales, tutélaires peut-être aussi, est Philippe Ramy, avec qui tu as entretenu à plusieurs reprises aussi, où il y a des publications faites d'entretiens. Et une citation d'un entretien est restée aussi, qui a introduit le livre Silence d'exil. C'est un projet à deux, à quatre mains, ou à crayon, à appareil photo, avec Nadège Abadi, qui était mené sur 4 ans, je pense 4 ans, avec dans des centres de demandeurs d'asile en Suisse, avec tous les aléas aussi que ça comporte, parce que c'était des ateliers d'écriture, mais les personnes étaient d'abord intéressées à des cours de français, parce qu'ils cherchaient du travail, ils voulaient en fait s'en sortir assez rapidement, donc ça venait à contretemps cette proposition. Et pourtant, ce projet a abouti à donner ce beau livre, Silence d'exil, et qui est introduit par cette citation de Philippe Ramy. Peut-être tu veux la lire, parce qu'il y a quelque chose qui dépasse aussi cette condition. Donc il y a la condition de femme qui évidemment qui conditionne un peu, comme Déborah Lévy le disait, par exemple, quand Orwell répond à la question « Pourquoi écrivez-vous ?» et nomme 4 points différents. Moi, je dois d'abord sortir d'une certaine condition pour arriver même à ces questions-là. Donc, c'est ça la différence. Et c'est la réponse où ce propos de Philippe Ramy vient un peu en perpendiculaire, parce qu'il était atteint d'une... Oui, effectivement. Ouais. Et en fait, ça me permet du coup... Excuse-moi de te couper, c'est juste que j'ai retrouvé la fin de ma pensée de tout à l'heure. Ouais. Parce qu'effectivement, Philippe Ramy était un homme, mais était un homme extrêmement déterminé par son corps. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'en tant que femme, on peut rarement oublier qu'on a un corps. On a des corps qui nous situent dans le champ social, qui nous situent dans le regard des autres. Et on n'a pas le luxe de s'imaginer comme un esprit neutre, universel, une raison pure qui surplombe le champ du réel, qui est pure pensée, pur langage. Donc c'est vrai que et je pense qu'avec Philippe Ramy, ce qu'on partageait dans nos écritures, c'était cette importance du corps, et voilà, c'est une pensée assez viscérale du corps dans l'écriture, en fait. Est-ce que tu voudrais lire ? Je peux bien lire, ouais. Il ne s'agit pas de raconter, mais d'occuper une position au moyen du langage, de conquérir un lieu sans considération pour celui qui se trouvait là, et de défendre cette position concurrente de la réalité jusqu'à la mort. Voilà. Ce qui rejoint la question de la légitimité qu'on s'arroge et des places à occuper. Super, merci. Mais je peux lire aussi quelques extraits de Silence d'exil, comme on en avait parlé tout à l'heure. Et montrer peut-être aussi les pages, parce que là, il y a un processus de composition en fait, des textes aussi, de tes textes, qu'on retrouve dans plusieurs ouvrages, qui décomposent en fait la page. C'est un livre qui a été conçu comme un tissage, donc qui a effectivement, qui s'est nourri d'ateliers d'écriture avec des personnes exilées pendant 4 ans, ateliers d'écriture qui n'étaient pas tout à fait des ateliers d'écriture, au sens où on les imagine, mais qui étaient une façon de réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire avec la langue, sachant qu'on n'a parfois pas de langue en commun. Et une réflexion de ma part sur ce que l'exil fait à la langue, sur la dépossession de la langue dans les trajectoires migratoires. Et donc le texte s'est construit comme un tissage entre différentes voix, avec des extraits de textes des personnes rencontrées dans les ateliers, une voix plus personnelle qui surgit dans le texte sous forme d'une petite voix typographique,
plusieurs petites voix, en fait, avec des récits de rêves, des réflexions plus linguistiques, des extraits de leurs textes en italique. Et voilà, et donc le texte se construit un peu entre ces voix. Et des fois, leurs identités ne sont pas tout à fait claires. Enfin, c'est-à-dire que les éditeurs vous demandent souvent de définir très clairement quel code typographique répond à quelle voix. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la façon dont parfois une voix pénètre dans l'autre et amènerait à brouiller le code typographique. Et voilà, donc je vais en lire un peu. Omar me dicte tous les problèmes de la Suisse. Les problèmes avec le docteur, les problèmes avec les papiers, les problèmes avec la langue. Il fallait trouver la langue pour dire les problèmes avec la langue. J'aime pas de la Suisse. La Suisse difficile. J'aime seulement Genève. Les Suisses sont tristes. En Suisse, il y a beaucoup de problèmes. C'est pas les autres, c'est seulement moi. Il y a les problèmes pour tout. Problème pour famille, problème pour papier, problème pour maison, problème pour docteur, tout. Ça fait 2 années que j'habite ici. C'est difficile pour moi parce que j'ai 2 enfants. Je veux faire venir mes enfants, mais ça va pas à cause de permis F. C'est compliqué. Je lui dis que j'écris les choses telles qu'il me les dit. J'essaye d'écrire au plus près de sa parole. Je garde les marques d'oralité, les répétitions, les fautes de français. Je lui lis ce que j'écris pour être sûr, pour qu'il confirme s'il veut vraiment que j'écrive comme il me le dit. Il confirme. Mais il ne peut mesurer l'écart entre la façon dont il le dit, et qui dit tellement de choses qu'il ne dit pas, et la façon dont cela devrait se dire. S'il y avait une façon de le dire, or il n'y en a pas, il n'y a pas d'autre façon de le dire que sa façon de le dire. S'il savait que j'écris avec les fautes, il se sentirait exposé. Est-ce que je trahis la confiance dont il m'investit ? Comment lui expliquer que je garde ces fautes de syntaxe, que ces structures de phrases hachées me racontent plus que leur contenu, qu'il y a poésie quand il y a des trous, des défauts. Traduire, c'est trahir, écrire aussi. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, paraît-il. Mais comment bien nommer lorsque toute langue est étrangère ? Comment trouver la précision quand tout est flou ? Comme beaucoup de personnes qui ont immigré pendant l'enfance, ma langue maternelle m'est étrangère. À mon arrivée en France, l'orthophoniste, une sorte de garagiste chargé de réparer ma langue, m'avait fait renoncer aux sonorités de ma langue maternelle. Il avait fallu m'extirper la dureté du R roulé de façon à ce que mes L puissent s'allonger et s'enrouler en boucle infinie, épouser les sonorités alanguies du français. Aujourd'hui, à peine ai-je posé un pied sur le sol à Moscou, ma ville natale, que l'on m'imagine ukrainienne ou peut-être moldave, polonaise. Les grandes nations sont ravies que les étrangères parlent leur langue. Elles ne vous considèrent simplement pas comme l'une des leurs. Je peux continuer un peu, comme vous voulez. C'est déjà pas mal. C'est un très bel extrait. Et justement, vas-y, finis si tu veux. Non, mais vas-y. Comme vous voulez. Ah oui, pardon. Justement, tu parlais de langue, d'identité. J'avais une question par rapport avec ça. Dans La chute des comètes et des cosmonautes, tu évoques une planète sans papier et sans identité. Et ta littérature, elle navigue entre plusieurs langues. Donc le français, ta langue d'écriture, mais en même temps, elle est infiltrée par le russe, par l'allemand et parfois par l'anglais. Et donc, je me demandais, est-ce qu'avec tout ce mélange, tu arrives en fait à te définir une identité pour toi ? Ou est-ce que c'est compliqué ? Et même dans ton introduction, tu dis qu'aucune langue ne suffit vraiment pour dire ce qu'il y aurait à dire, pardon. D'autant plus quand elles sont deux, quelque chose se dérobe et fait défaut. Est-ce que tu penses que c'est pareil en fait pour nos corps et nos identités ? Alors, en fait, moi, j'arrive de mieux en mieux, je crois, à me définir une forme d'identité transnationale et dans quelque chose qui est assez fluide entre les langues et les nationalités. Donc ensuite, voilà, ça pose des problèmes dans la société, mais
enfin voilà, je trouve que avec le temps, on apprend à jongler avec et à faire avec. Et moi, ça correspond plutôt à quelque chose que je trouve désirable, enfin, dans une forme de fluidité de l'identité, et qui, pour moi, enfin, en tout cas, quand j'ai des amis trans ou qui me parlent d'une appréhension du monde non binaire, moi, je me rends compte que sur le plan des identités nationales, je me suis toujours plutôt sentie comme ça, et voilà, que j'ai plutôt tendance à me définir dans quelque chose de fluide et de navigant, et que voilà, en fait, ça, du coup, la citation c'est vrai que j'avais écrit ça dans mon premier livre, mais justement là il va réapparaître, il reparaît ces jours-ci chez Hérolimite, et je l'ai enlevé en fait. En fait, j'ai relu ça, j'étais plus du tout d'accord, et puis donc ça m'allait plus. Tu avais enlevé le deuxième titre ou, non, j'ai enlevé, l'introduction, je l'ai enlevé. Ouais, mais est-ce que c'est l'éditeur qui m'avait demandé d'écrire ça, en fait, oui, c'était la première édition, parce que la deuxième, on l'a pas reçue, parce qu'elle non, mais elle va sortir. Ouais. Chez Chêne, et qui était une publication grâce à un prix en amont, et qui a 2 titres, donc Hâte Note et Souffle court. Et il s'agit aussi de poèmes dans les 2 langues. Mais il ne s'agit surtout pas de recueils bilingues où il y a la traduction de l'un vers l'autre, mais il y a des transpositions et il y a des jeux avec les mots, à la fois en allemand et en français. Donc il y a un léger décalage qui s'opère en fait entre les poèmes. Et tu disais tout à l'heure que tu t'es construit une sorte d'identité, ou plusieurs identités transnationales qui traversent toutes les langues. Mais il y a eu une fois, à un moment donné, il y a une décision qui a été prise pour la langue d'écriture majoritaire qui est le français. Est-ce que tu pourrais dire comment tu en es arrivé là, et qu'est-ce que ça exclut? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients, ou comment ça se fait en fait aussi dans la tête, ou est-ce que c'est purement aléatoire? Alors c'est pas aléatoire, donc pour situer un peu, donc le russe est ma langue maternelle, mais c'est une langue dont j'avais longtemps une pratique exclusivement orale. Enfin, c'était ma langue familiale, mais je n'ai pas été scolarisée dans cette langue. En revanche, j'ai vécu en France et en Allemagne dans l'enfance, j'ai été scolarisée dans les 2 pays, et je suis parfaitement bilingue entre le français et l'allemand. Le russe aussi, mais le russe, je l'écris beaucoup moins, en fait. Et c'est vrai que j'ai eu aussi une pratique d'écriture en allemand, et que j'aurais pu écrire en allemand, et que, à la fois, quelque part, le français, c'était la langue où je me sentais un tout petit peu plus souveraine et un tout petit peu moins étrangère, et que donc, ayant l'impression que le sol sous mes pieds n'était solide nulle part, j'ai eu le sentiment qu'il était un tout petit peu plus solide en français. Donc ça, c'est pour le côté rassurant. Et en même temps, j'ai passé un certain nombre de choses dans le champ littéraire français que je trouvais plus intéressantes que dans le champ littéraire allemand, qui est quand même majoritairement où c'est majoritairement des gros romans narratifs, et où il y a un certain nombre de dispositifs expérimentaux dans la littérature contemporaine française qui correspondaient plus qui me paraissaient en tout cas plus intéressants. Voilà, c'est vrai que j'ai l'impression que ça a tendance de plus en plus à disparaître. Au final, en France, on est aussi de plus en plus dans des gros romans de plus en plus classiques, mais bon, il y a quand même les traditions de littérature contemporaine sont quand même un peu différentes. En même temps, c'est vrai que si j'avais été pragmatique, si j'avais réfléchi en termes de marché, ça aurait été beaucoup plus intéressant d'écrire en allemand, parce que là-dessus, il n'y a pas photo, et qu'en français, c'est catastrophique, et en Allemagne, non. Mais voilà, après, j'exclus pas que ça change un jour, j'exclus pas
d'écrire un livre en allemand, enfin sachant que je me sens aussi plus libre à certains endroits en allemand parce que j'ai une distance un tout petit peu plus grande et donc c'est pas un choix définitif, mais c'est vrai que c'est aussi plutôt le fait d'avoir commencé à publier en français et d'avoir un truc lancé au milieu, voilà, sur le plan éditorial, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'écriture, ça, en fait. Peut-être juste pour compléter, tu vas chercher en allemand aussi dans les traductions des formes un peu plus expérimentales comme Dorothée Elmiger mais on pourrait quand même trouver en allemand aussi des exemples qui vont dans ce sens-là que je trouve, moi, personnellement, que je trouve plus en français. Donc, mais il est vrai, il y a le roman qui semble, le roman narratif qui semble écraser tout partout, quoi. C'est une impression, mais je veux bien être contredit. Et d'ailleurs, à côté de ça, est-ce que tu aimerais bien être publié en Russie ou être traduit, ou même toi, écrire en russe, même si je pense savoir la réponse, mais je tente quand même. Dans la Russie formidable de l'avenir, voilà. Enfin, je crois que dans la Russie actuelle qui va droit dans le mur, j'en espère pas grand-chose à part que ça se finisse bientôt et que cette guerre atroce et que ce régime se termine. Là, actuellement, j'attends rien d'autre de la Russie, en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'ensuite, il y a encore des structures éditoriales et littéraires intéressantes qui y survivent encore. Mais non, franchement, moi, j'attends que ça s'arrête, la Russie, là, en fait. D'accord, merci. Peut-être, parce qu'aussi au niveau des différences d'écriture que tu emploies, quand tu écris pour le théâtre, là, il y a quelque chose de différent qui entre en jeu, parce que si on ne s'adresse pas à quelqu'un normalement en écrivant, ou je sais pas, tu penses pas à un public spécifique, dans une pièce de théâtre, tu penses quand même à des acteurs, à des actrices, ou tu écris pour des corps, comme Kossi FUI a dit ça l'autre jour à la radio. Ça m'a semblé très frappant, où il dit que le théâtre peut être la conception d'un lieu d'expression. Donc on peut créer un lieu d'expression par le théâtre s'il n'existe pas ce lieu. Parce que là, il y a une sorte de transposition directe du texte. Il ne reste pas coché dans le livre, mais il s'adresse ensuite à des personnes. Ou il est incarné aussi par des personnes. Il y a une mise à distance plus grande du matériau, je pense, dans le théâtre, enfin, du fait qu'il est investi par d'autres et fictionnalisé, altéré. Enfin, justement, c'est vrai que l'interface entre le texte et le lecteur est beaucoup plus fin sur la page avec le théâtre qui amène un peu des niveaux de distanciation et de transformation supplémentaires. Je ne sais pas si ça rejoint ce que tu voulais me demander. Après, mais si tu penses à des personnes pour lesquelles tu écris, donc là, il y a juste une pièce, parce qu'il y a l'exploration du flux a été adaptée, même si c'était pas du théâtre, au théâtre. Mais dans la chute des comètes et des cosmonautes, je crois que tu avais préparé aussi un petit extrait à lire, qui est une pièce à deux, père et fille, et qui traverse en fait les frontières, et où était déjà sortie tout à l'heure aussi la question d'identité, la planète sans identité qu'on pourrait rejoindre. C'était Astéroïde. Du coup, on avait choisi. Oui, c'est vrai. Je fais internet, mais pas ton ami. Ah, mais je vais trouver.
66. Okay, voilà. Donc la chute des comètes et des cosmonautes, donc c'est une pièce qui est parue en 2019 à l'Arche. C'est un road trip de Berlin à Moscou d'un père et d'une fille. Le père s'est exilé lorsque la fille était enfant et au cours de ce voyage, un peu deux effondrements qui se heurtent et il y a une forme de collision entre une forme d'effondrement politique et un effondrement personnel parce que la fille est en pleine rupture amoureuse. Et donc je suis partie de deux images, la chute des cosmonautes, la chute de l'héritage utopique et aussi du rêve de colonisation spatiale soviétique, et la chute des comètes qui figure le choc amoureux, et qui produit une forme de collision en fait entre les corps célestes et entre les corps de ces deux personnages. Minsk, auberge biélorusse, lit, ordinateur, vêtements sales, tasse, cendrier, 4h18. Fille. Un astéroïde, c'est un petit corps solide, une planète mineure composée de roches, de métaux et de glace, un corps trop petit pour être une planète. Les astéroïdes font partie de la classe des petits corps. Ils doivent s'asseoir au premier rang pour la photo de classe. Les astéroïdes volent dans le cosmos, animés d'utopie. Une constellation de roches, de métaux et de glace se balade dans le cosmos, l'air de rien, attirés les uns par les autres. Ils s'approchent des planètes. Certains astéroïdes sont des comètes. Les comètes sont des étoiles. Les étoiles sont des magnètes. Le cosmos n'est qu'une grande affaire magnétique. Les astéroïdes, pénétrant dans l'atmosphère d'un corps, créent des météores. Si un astéroïde touche la surface d'un autre corps, ça peut faire un cratère. Il peut se détacher, devenir une météorite. Tout ça pour dire que pénétrer un corps peut avoir un impact. Pénétrer un corps peut imprimer des cratères sur sa surface. Une peau de roche, de métaux et de glace criblée de trous et de crevasses à force d'attraction. Cela ne concerne que la partie visible. On ne sait pas ce qu'un astéroïde ressent à l'intérieur. On ne sait pas comment la roche, le métal et la glace réagissent lorsqu'on les percute, ce que les autres corps leur font. Quand les astéroïdes rencontrent l'orbite de la Terre, il y a un risque de collision. Les astéroïdes peuvent faire dévier une planète de sa trajectoire, perturber son cours. La Terre est juste assez grande pour suivre son propre cours. Elle s'écoute elle-même en classe, elle n'écoute personne d'autre. Être une planète à part entière, indépendante, autonome, c'est difficile. La collision avec un seul astéroïde suffit à tout faire basculer. L'autonomie est une chose fragile, une affaire de roches, de métal et de glace. Être une planète à part entière demande beaucoup de concentration. Il faut garder la tête sur les épaules, maintenir son orbite et sa gravitation, ne pas s'éparpiller dans l'univers. Pendant ce temps, les astéroïdes chutent sans peine. Ils volent dans le cosmos, animés d'utopie. Une constellation de roches, de métaux et de glace se balade dans le cosmos, attirés les uns par les autres. Ils percutent d'autres corps et ils chutent. Dans mon cerveau, la sérotonine chute. Après avoir été percutée par la foudre, elle a atteint des niveaux astronomiques. Maintenant, elle se précipite et chute. Elle entraîne des faux contacts entre les neurones, entraîne la dopamine, les endorphines, la mélatonine dans sa course. Les signaux électriques déconnent, leur clignotant s'affole. La sérotonine chute et avec elle, les astéroïdes chutent, les comètes chutent, les étoiles chutent. Quand on a aimé, on a aimé. Quand on a aimé, ça nous poursuit, ça nous percute, ça nous persécute. Un astéroïde est un petit corps solide, une planète mineure composée de roches, de métaux et de glace, un corps trop petit pour être une planète. Est-ce que quand on s'aime, on est une planète aux yeux de l'autre ? Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de tourner ? La planète existe-t-elle toujours quand plus personne ne la regarde ? Est-ce qu'elle rétrécit ? Est-ce qu'elle devient une météorite ? Est-ce que la planète se décompose ? Est-ce qu'elle perd ses composants ? Est-ce que la roche se sépare du métal et de la glace quand il n'y a plus de regard pour les souder ? Quelle est la force magnétique qui fait tenir les éléments ? Est-ce que j'existe quand personne ne me regarde ? Quand la roche, les métaux et la glace perdent leur force d'attraction, ils se séparent. En solitaire dans le cosmos, ils ne survivent pas longtemps. Père franchit la cloison qui sépare leurs deux chambres où continue l'oreille collée au mur. Un monolithe s'effondre quand un composant demande à se détacher, le granit s'effrite, la roche se morcelle, elle devient poussière de cailloux. C'est pareil avec l'Union soviétique. Quand la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie ont demandé à se détacher, le démembrement a commencé. Fille,
C'est ce qu'on appelle l'indépendance, l'autonomie. Je ne sais pas bien ce que c'est, je sais juste que ça lacère et que ça lime dans ce corps séparé en membres et parties. Chaque membre ne représente pas une république à part entière, chaque partie n'est pas bien représentée. Pour prendre le pouls d'un organisme, on commence par le serrer contre soi, l'entrelacer pour le lacérer. Père, en Russie, c'est comme ça que les puissants traitent leurs sujets. On commence par entasser les corps dans des espaces étroits, de plus en plus chauffés à l'étouffer dans des bagnas, dans des saunas. On ébouillante et puis on congèle, on évapore les atomes, on les vaporise sur le territoire, on les force à travailler dans le froid. C'est comme ça qu'on obtient des corps dociles, des corps obéissants, des corps obtempérants. C'est une conséquence de l'influence de la température sur les tempéraments. En chœur, bordélique, de plus en plus désorganisé. Il en est plus ou moins de même de l'état de nos relations. On passe du dégel à l'arme atomique, on se colle la fièvre, on fait des crises d'hyperthermie. C'est à cause du réchauffement climatique. Les thermomètres émotionnels sont détraqués. Dans toutes les décharges, dans les petites villes et les grandes villes du continent, il y a des déchets chimiques. Le climat continental part en fumée, ça sent la carbonisation, ça tousse dans tous les poumons. Les campagnes sont désertées, les tuyaux craquent, les toits chutent, les maisons croulent le long de la chaussée. Le pays se vide de ses habitants, tout le monde a foutu le camp. Dès que le maillage s'est desserré, dès qu'un peu d'air est entré, tout le monde a rampé, plaqué sur le sol, rampé à travers toutes les failles, à travers tous les trous. Le plus grand du pays du monde s'est transformé en passoire pour spaghettis, aux dimensions de stalactites, non de stalagmites, non aux dimensions interstellaires, non aux dimensions intergalactiques. Alors, je crois que ça va bientôt être l'heure des questions. Juste avant... pour dire quelque chose, bon, il y avait déjà une vitesse de lecture, mais il n'y a pas de ponctuation dans ce passage. Donc il est juste, on peut juste l'entendre, mais on ne peut pas le lire. Donc faut chacun trouve en fait sa respiration pour lire ce texte. Oui. Et oui, tu as raison, donc on peut, si vous avez... C'est dans 5 minutes, donc c'est juste avant, je voulais rebondir, enfin je voulais lui demander de lire un autre extrait. Non, on a 15. Ok. Jusqu'à 10. Mais si tu pouvais lire du coup le discours d'Eltine, si tu veux, parce que elle parle, enfin tu écris en français, et là le russe s'est infiltré, et je voulais juste entendre, enfin ce serait intéressant d'entendre. Oui, la chanson qu'on a entendue en fait sur la fin, là, je m'en vais. On l'a entendu, la chanson de Gainsbourg? Ouais. Ah, c'est à la fin. D'accord, ouais, d'accord. Bon, alors c'est un moment à la fin de la pièce. En fait, les deux personnages ont eu un accident de voiture et on ne sait pas très bien où ils sont. Ils sont quelque part dans la galaxie, donc entre Orion et Eridanus. Et en fait, le père continue à ressasser son traumatisme de l'effondrement. Enfin, de l'effondrement, oui, de la chute du système soviétique. Chute qui finit de s'achever lorsque Yeltsin quitte le pouvoir et que Poutine arrive, en fait, et qui est le début du moment très dystopique en Russie. Et donc, en fait, j'ai travaillé avec ce discours de démission de Yeltsin qui est assez surréaliste parce qu'il est très émotionnel et très naïf, et que c'est aussi cette Union soviétique naïve qui est enterrée dans cette pièce. Enfin, en tout cas, cette forme de naïveté conjuguée avec un militarisme et un impérialisme complètement invraisemblable, mais néanmoins enfin voilà. Et donc j'ai fait un montage avec Je suis venue vous dire que je m'en vais de Gainsbourg, et ça fait des choses assez rigolotes dans les mises en scène que j'ai pu voir. Voilà. Donc Orion Eridanus, lui seul en suspension dans le cosmos. Quand Yeltsin a quitté le pouvoir, la liberté a pris fin une fois pour toutes. La liberté a pris fin une fois pour toutes ce soir-là sur nos écrans. C'était comme dans cette chanson pour les Français. Il nous a dit, il chante sur le rythme de la chanson de Gainsbourg. Je suis venu vous dire que je m'en vais. J'ai pris une décision. Il y a Pienier du Cheng. Je m'en vais. Il y a Uchaju. Je m'en vais. Il y a Uchaju. Je m'en vais plus tôt, Uchaju Ranch, que le terme prévu par Ojnovosrok. Je m'en vais avant d'être arrivé au terme. Il y a Uchaju Ranch, par Ojnovosrok. Je m'en vais.
Yaoukhajou, je suis venue vous dire que je m'en vais. Je veux vous demander pardon, Yahachu Paprasi Tuvas Pracheng, pour tous nos rêves, Satosh Tomnogi Nash Svaim et Mechti, qui n'ont pas pu se réaliser, Nisbil, pour tout ce qui nous avait semblé, et Tosh Tonam Kazar, si simple, Prost, et c'est avéré tellement, à Kazar Smuchitil, compliqué, Tijero. En partie, c'est moi qui me suis avéré trop naïf, et en partie, ce sont les problèmes qui se sont avérés trop compliqués. В чем-то я оказался слишком наивным, где-то проблемы оказались слишком сложными. Je m'en vais, я ухожу, j'ai fait tout ce que j'ai pu, я сделал всё, что мог, je suis venu vous dire que je m'en vais, et vos larmes ne pourront rien changer. Comme dirait Verlaine, au vent mauvais, je suis venu vous dire que je m'en vais. Oui, là on peut passer aux questions. Donc si vous avez des remarques, commentaires, questions. Bonjour, merci pour votre intervention. Alors, on a pu voir que vous écrivez tout un tas de genres différents, donc comme on l'a dit, le roman, le théâtre. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un de ces genres que vous préférez, qui est votre genre de prédilection, que vous vous sentez plus à l'aise, ou non, vraiment, vous accordez une place égale à toutes vos œuvres, quel que soit leur médium? Alors le roman, non, en fait, justement, je suis plutôt toujours en bordure. Enfin, c'est quand même plutôt soit de la poésie, soit du théâtre, soit des choses hybrides, mais en bordure du genre majoritaire qui est le roman. Mais pour répondre à votre question, je crois que ce serait plutôt, la poésie. Et clairement, j'essaye de. Je sais pas, je pense qu'il y a une démarche poétique qui est à l'origine de ce que je fais, mais ensuite je supporte pas les milieux. Et donc dès que j'arrive, je sais pas, dans le milieu poétique, je me sens enfermée, j'ai l'impression d'être dans un ghetto et j'ai envie de partir en courant et donc j'ai envie d'aller ailleurs et donc je me retrouve dans le théâtre et ensuite dans le théâtre c'est pareil, donc j'ai envie d'aller ailleurs. Mais c'est plutôt, je pense, un rapport à justement à être identifié dans une catégorie, dans un genre, avec les limitations et les enfermements que ça suppose. Mais après la question du genre, je me la pose pas forcément quand je commence à écrire. Le théâtre, c'est particulier parce que c'était une commande d'un théâtre, donc je savais que j'aurais, quand j'ai écrit ce texte, je savais que j'aurais 2 comédiens, donc j'avais un certain nombre de contraintes qui étaient fixées. Mais si moi je me fixe mes propres contraintes, ça m'intéresse d'aller plutôt partout, mais pas forcément vers des formes narratives. S'il n'y en a pas d'autres, moi j'en avais une, j'ai pas eu le temps de poser. Du coup, donc tu as traduit un texte de Galina Rimbaud, et je me demandais en fait comment tu sélectionnes tes textes à traduire. Est-ce que c'est par affinité? Est-ce que c'est ta pote? Est-ce que tu l'as traduit parce que c'est ta pote ou juste non. Voilà. Pourquoi? Et comment tu choisis? En fait, pour moi, les textes que je traduis, ils m'habitent, ils entrent dans mon corps de façon, très profonde et c'est-à-dire que quand je suis sur une traduction, c'est aussi important qu'un texte à moi. En fait, je fais pas tellement la différence, et donc surtout Galina Rimbaud. Donc je suis partie en résidence en Russie en 2019. J'ai commencé un chantier autour du corps des femmes en Union soviétique, sur lequel je travaille toujours. Et en même temps, j'ai découvert un certain nombre de poétesses féministes à ce moment-là, dont Galina Rimbaud, dont Lida Yusupova, dont je traduis aussi un livre qui va sortir en novembre chez OM, et qui étaient des écritures qui me paraissaient tellement tout dire, qui me paraissaient tellement nécessaires, et où il y avait en fait un appel, quelque chose de corporel tellement fort, que j'avais envie, d'une part de les porter, de les faire connaître, et en même temps de rentrer dans ces écritures avec ma langue, d'écrire avec elles, d'être habitée par elles, et en même temps ça me paraissait
par moments plus juste aussi, enfin comme geste. Il y a des moments où traduire et donner la parole à d'autres me paraît aussi plus juste que forcément occuper l'espace avec mon écriture. Merci. Donc bonjour, j'ai une petite question. En fait, ce qui m'intéresse, s'il vous arrive d'incorporer des voix minoritaires de Russie dans votre écriture, justement. Parce que ça, c'est assez intéressant. Et moi, en tant que Polonais, et qui est entre deux cultures, justement, donc qui a cette identité biculturelle, justement, j'ai ce besoin d'inclure dans un contexte autre une voix minoritaire qui est propre à un contexte autre. Bah oui, je suis assez d'accord. Enfin, moi, c'est effectivement le cas dans La chute des comètes et des cosmonautes, surtout, où j'ai travaillé avec un certain nombre à la fois de récits hérités de la transmission familiale, mais aussi de témoignages d'autres personnes qui ont été montées dans le texte. Et effectivement, travailler sur le champ des représentations en France, je pense que c'est particulièrement important parce que j'ai l'impression que les Français ont toujours besoin qu'on leur rappelle que d'autres cultures, mondes, langues, réalités, expériences existent. J'ai l'impression que c'est un travail qui reste nécessaire, et aussi pour faire entendre en France la multiplicité des récits qui la constituent et qui sont toujours et justement, en fait, par exemple, pour ce qui est des récits post-soviétiques, j'ai l'impression qu'actuellement, tout le monde est en train de débarquer et se rend compte que, en fait, il y avait quelque chose qui se passait un peu plus à l'Est, qu'on avait complètement refoulé à partir du moment où on avait vaincu et que le capitalisme triomphant avait dévalé un peu partout. Et qu'il y a des choses qui n'ont pas du tout été déconstruites, pensées, ni dans ce que ça a voulu dire l'effondrement de cette Union soviétique, ni l'humiliation, je pense, qui a été infligée à la Russie dans les années 90, qui souhaitait à ce moment-là rejoindre le bloc occidental, entre guillemets. Donc, et voilà, et je pense que les personnes qui vivent en France avec ces récits-là n'ont pas du tout été écoutées ces 30 dernières années, en fait, par exemple. C'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir terminer. Oui, parce qu'il y a... oui, on peut continuer longtemps. On va laisser la place aux autres et aussi à la respiration entre les rencontres. Donc merci Marina. Et de ta présence. Merci. Merci beaucoup.